Renverser la table. Un podcast de Victoire Tuaillon. Ici, on a des bonnes conversations avec des personnes qui peuvent nous aider à comprendre un peu mieux le monde, les autres et nous-mêmes. Qui nous encouragent à ouvrir les yeux, même quand ça fait peur parfois, tout en gardant espoir quand même. Salut chers auditorices, c'est l'heure de renverser la table avec Myriam Baafou, philosophe écoféministe, autrice du livre Héropolitique, sous-titré Érotisme, désir, révolution. C'est-à-dire 3 de mes passions. C'est pour ça que je lui ai proposé de prendre plusieurs heures pour parcourir ensemble son livre. Il y a tellement de pépites dedans que je me suis dit que ça valait la peine de prendre plusieurs épisodes pour l'écouter et pour comprendre sa pensée. Si elle m'enthousiasme autant, c'est parce qu'elle parvient à tisser ensemble des préoccupations féministes, décoloniales, antiracistes, animalistes, antivalidistes, tout ça en parlant de twerk, de la Palestine, de compost, de sexualité, de rivière. Oui, tout ça à la fois, vous allez voir, ça vous explose le cerveau. C'est de la philosophie, donc ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression de pas tout comprendre parfois, s'il y a des mots inconnus, si vous vous demandez mais où est-ce qu'on va ? Je vous propose d'écouter cette conversation comme vous le feriez avec un nouveau style de musique dont vous allez devenir fan. Au début, ça vous déroute, vous reconnaissez des trucs, mais pas tout, et puis très vite, ça vous emporte, ça devient évident. Allez, c'est parti, bonne écoute. Pour moi, c'est la pensée du futur. Bonjour Myriam Baafou. Bonjour Victoire. On va rentrer très vite dans le vif du sujet, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que l'écologie a à voir avec l'érotisme et avec le désir ? Mais d'abord, j'aimerais te présenter. Tu es chercheuse en philosophie le jour et militante écoféministe, entre autres activités secrètes, la nuit. Tu es l'autrice d'un premier livre qui était très très réjouissant aussi, qui s'appelait « Des paillettes sur le compost, écoféminisme du quotidien ». Récemment, tu as coordonné le recueil « L'écoféminisme en défense des animaux » qui explore les liens entre le féminisme et l'antispécisme. On va beaucoup parler d'animaux pendant ces entretiens. Et tu es doctorante à l'université d'Ottawa, au Canada, mais aussi à l'université Picardie-Jules Verne à Amiens, en France. On te voit sur la couverture de ce livre qui est des tailles délicieux, imprimé panthère à l'intérieur. On te voit la langue bien pendue, un large sourire avec des fougères qui jaillissent de ta robe et des jambes couvertes de barésie avec les cheveux emmêlés dans une boule disco. Waouh, quelle couverture. J'ai souligné plusieurs fois de nombreux passages du livre. Il y a des citations qui ont été... Je les ai envoyées à mes amis en fait. Je photographiais des pages, voilà, je les envoyais à mes amis. Par exemple, celle-ci, la crise écologique que nous vivons, parce que, bon, à moins d'être dans le déni total, nous sommes dans une crise, dans une catastrophe écologique. Tu écris que c'est de fait une crise érotique. Alors là, on peut se dire, mais bon, enfin, quel rapport entre les deux ? Il faut dissiper un malentendu tout de suite sur le mot érotique, qui évoque plus les sex shops à Pigalle ou des mauvais téléfilms diffusés sur M6 lorsque j'étais adolescente, que l'érotisme comme force vitale à laquelle tu fais référence, dont on va beaucoup parler pendant ces entretiens, où une première définition, ça pourrait être que c'est notre capacité, l'érotisme, à ressentir du désir pour toutes les formes de vie, à éprouver du plaisir dans la connexion avec les mondes vivants, tous les mondes vivants. Et ça s'oppose à une autre forme de relation au monde, qui est ce que tu appelles le désir-conquête, ce qui est un concept central dans ton livre. Et ce désir-conquête qui est mortifère, qui a à voir avec la destruction, l'accaparement, et qui est celui plébiscité par toutes sortes de tristes cires et d'individus que nous ne portons pas dans nos cœurs, que sont les incels, par exemple. Donc, ces hommes qui pensent qu'ils ont le droit d'avoir des femmes, qu'ils sont des célibataires volontaires, on va y revenir, ou les tradwives, donc les femmes qui pensent que la seule chose à faire quand on est une femme, c'est retourner au foyer, s'occuper des enfants, de ses enfants et de son mari, et puis tous les autres fascistes qui pullulent ces derniers temps. Et donc on va voir pourquoi il y a des liens à faire entre leur vision politique et leur façon de se relier au monde et d'être des sujets désirants d'une certaine façon, quoi. Bref, pour commencer, écoute, je te propose qu'on revienne sur cette citation qui m'a marquée sur la crise écologique que nous vivons. C'est une crise érotique. Quel lien tu fais
Pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler d'écoféminisme ou d'héros politiques, qui voient pas très bien, qui disent oh là là, où est-ce qu'on va aller? Bon, quel lien tu fais entre le fait qu'on est en train de vider les océans, puisqu'il y a presque plus de poissons dans l'océan par rapport à ce qui existait il y a quelques décennies, qu'on brûle les forêts primaires, qu'on asphyxie notre atmosphère, qu'on est en train d'empoisonner les sols, et l'érotisme ou notre manque d'érotisme? Eh ben, je pense que ça, c'est le point de départ de toute la réflexion en fait du livre. En effet, déjà, je pars d'une définition de l'écologie qui est pas la définition mainstream aujourd'hui, qui aurait plus à voir avec une forme de protection de la planète, éventuellement de gestion de celle-ci, que ce soit par le tri, le recyclage, l'attention aux déchets, Les réserves naturelles. le fait de consommer moins de viande, par exemple, etc. Moi, mon propos, et c'est ça la 4e de couverture du livre, il y a écrit désirer le monde en fait derrière. Et c'est exactement là d'où je souhaite démarrer, c'est-à-dire comment l'écologie peut être définie et agencée autour d'un désir pour le monde. Écologie, donc ça vient de oikos, qui veut dire la maison, plutôt le foyer. Donc l'écologie, déjà pour moi, c'est une question féministe, parce que ça veut dire comment on fait foyer ensemble. Quelles sont les relations d'interdépendance, ou simplement quel est le monde relationnel qu'on peut déployer de sorte à vivre de manière soutenable, si ce n'est pas forcément harmonieuse ou positive. Enfin, je voudrais pas non plus donner une forme d'idéalisme où tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Mais au moins soutenable, c'est-à-dire on n'est pas en train, par exemple, d'empoisonner notre propre nourriture. C'est ça. Nous-mêmes, la planète, les limites. On n'est pas en train de vivre dans un monde où on se ment sur son caractère limité. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. C'est qu'on fait comme si on se réveille le matin, on consomme, on mange, on discute, on travaille, on produit, comme si le monde était infini, comme si les ressources qu'on avait étaient intarissables. Or, c'est faux. Et en fait, le problème, à mon sens, dans l'écologie qui est donnée aujourd'hui, donc dans les pays du Nord industrialisés, c'est que c'est une écologie qui a beaucoup plus à voir avec une forme de sobriété. C'est-à-dire avec l'idée que pour être écologiste, il faudrait tempérer, se calmer, refaire descendre en fait les désirs et essayer de presque domestiquer ces derniers de sorte à avoir une vie plus simple. Donc la soutenabilité, elle a vite eu à voir avec une forme d'austérité presque. C'est pour ça que l'écologie n'est pas très sexy en fait. Oui, et que tout le monde dit, j'ai même vu là des gens du Rassemblement National, une députée dont je ne citerai pas le nom, qui dit mais de toute façon ces gens ils n'aiment pas la vie, Et voilà. ils aiment pas jouir, ils aiment pas s'amuser, ils aiment pas, je la cite voilà, de tête, mais c'est une image qui colle aux écolos que c'est austère. À la fois, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on ne peut pas continuer à consommer autant puisqu'on est en train de détruire la planète. Donc, c'est aussi vrai qu'il va falloir arrêter de gaspiller autant d'eau, arrêter de gaspiller autant de ressources, et pas à l'échelle individuelle, genre tout le système, en fait. On doit aussi arrêter, en fait, de consommer autant. Mais au lieu de le voir pour moi d'une manière presque rationaliste, en fait, c'est-à-dire regarder des rapports du GIEC, se baser sur des chiffres et des données qu'on a déjà par ailleurs depuis les années, en vrai, 70-80, mon propos, c'est d'essayer de comprendre l'écologie comme un problème de désir. Et c'est-à-dire que ce dont je parle quand je parle d'écologie, c'est d'une carence, d'une tragédie presque, en tout cas d'un travail acharné qui est fait par nos gouvernants et la culture dans laquelle on vit, donc dans des mondes occidentaux industrialisés, d'une extinction du désir pour le monde. C'est-à-dire que, bon, on va peut-être rentrer dans les trucs un peu durs là. Allons-y. Le capitalisme, par exemple, la forme de capitalisme qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui est plutôt une forme néolibérale extractiviste, c'est l'idée en fait que il y a une forme d'illimitisme, comme disait Françoise Daubonne, dans le rapport qu'on a à la Terre. De fait, en fait, il n'y a pas de vraie rencontre en fait avec autrui, puisque la matière est infinie et accumulable. Et par ailleurs, comme nous sommes uniquement tournés vers la consommation, dans le capitalisme, en fait, c'est ça actuellement, sa base, son centre, sa matrice, c'est vraiment la consommation, donc de commodité, donc c'est-à-dire de marchandises. Les individus perdent de vue le sens de la vie, perdent de vue leur capacité à être au monde autrement que par la consommation. Ce qui est là, en fait, une tragédie vraiment du désir en tant que, je ne vais même pas dire forme humaine, que forme vivante. Parce qu'une vie sur Terre ne peut pas être réduite à sa capacité à consommer. À produire et à consommer. Exactement. Ce qui fait qu'en fait, les gens sont incroyablement malheureux, ou en tout cas, la vie est insuffisante. La vie nous demande beaucoup plus, en fait, que ça. Elle exige beaucoup plus que ça. Sans parler de l'extinction de l'éthique de nos modes de vie. C'est-à-dire que l'éthique, en fait, c'est presque un truc qu'on étudie à l'école, mais en fait, les vraies questions éthiques, donc qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, parce que moi, j'enseigne à l'université, par exemple, souvent, c'est des choses qui sont très étrangères, en fait, aux personnes du quotidien, où à la limite, la seule manière dont on pense l'éthique aujourd'hui, c'est par la religion et Dieu qui se font sous un rapport exclusivement privé. Mais qu'en fait, les vraies questions éthiques de savoir comment, la façon dont je consomme, la façon dont je relationne avec le monde, la façon dont je me présente au monde, le type de travail que je vais choisir, ce que je lis, comment on fait famille, tout ça, c'est pas vraiment motivé par un horizon éthique global.
On peut dire que la gauche, on va prendre ça dans la définition la plus vague, plutôt c'est poser des questions d'éthique sous la forme de la justice sociale. C'est-à-dire qu'il y a des injustices structurelles dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui qu'il faudrait dépasser par une critique acerbe des structures qui les produisent. Cette gauche-là, qui notamment a produit l'écologie qu'on connaît aujourd'hui, à mon sens, avait beaucoup plus de vitalité et beaucoup plus d'intimité avec le rapport au désir dans les années 60 et 70, où là, en fait, l'écologie érotique existait. Bon, alors c'était plus aux États-Unis, mais en France, on a trouvé des formes comme ça, même Françoise Daubonne, en fait, quand on lit ce qu'elle raconte, c'est extrêmement viscéral, c'est organique, c'est quand on lit ce qu'on appelait à l'époque les tiers-mondistes, donc toutes les pensées qui allaient à contre-courant du développementisme. Donc je pense à Vandana Shiva, je pense aussi à Ivan Illich, je pense aux écologies anti-industrielles, quand on lit Gorz, c'est pas du tout des essais cliniques et froids qui sont dans une forme de constat d'un monde qui va mal. C'est une forme de révolution, en fait. Et tous, ils ont ce mot-là à la bouche. Et moi, ce qui me questionne, c'est comment, en fait, aujourd'hui, au sein d'une gauche qui est pourtant héritière, en fait, de cette histoire-là, on en est venu à avoir un rapport à l'écologie qui soit si distancié, si froid, et qui, en fait, accepté les prémices rationalistes que pourtant on cherche à critiquer, notamment au sein de l'écoféminisme. Et c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de meilleure théorie que l'écoféminisme pour comprendre ce que je raconte dans le rapport à l'intimité, parce qu'en fait, les écoféministes racontent quoi? Que le saccage de la Terre auquel on assiste actuellement, donc tout ce que tu viens de citer là, et tellement d'autres choses, a tout à voir avec un manque de rapport d'intimité, en fait, qu'on a au vivant. C'est-à-dire que si on est capable de faire ça, si on est capable, donc moi je prends mon cas qui suis antispéciste, de consommer de la viande au quotidien ou des produits animaux, c'est parce qu'on a été déconnecté du fait que ce sont des animaux. Au quotidien, on est soumis en fait à des images qui nous font croire que les animaux consentent en fait à leur oppression. Donc l'idée que voilà, toutes les créatures qu'on consomme, elles seraient d'accord elles auraient accepté leur sort qui est au fond de mourir. Les vaches se suicident quoi en allant à l'abattoir. Voilà, la vache qui rit. Voilà. Elle est vraiment contente. Les vaches Milka, tu vois, enfin, elles sont toutes là dans le pré, c'est super, tout va bien, c'est beau quoi. Sur l'antispécisme, ça marche, mais aussi sur plein d'autres choses. Le fait qu'on connaisse pas du tout le nom des arbres, la plupart des gens ne connaissent pas ni le chant des oiseaux, ni le nom des plantes, ni ne savent pas regarder des paysages. Enfin, moi y compris, hein, je ne sais pas. Je décris des oiseaux en disant c'est des oiseaux. Enfin, oui. Bon, ouais. Donc on est dans une forme de rupture en fait avec le monde au quotidien et on peut pas forcément s'en blâmer pour ça parce que justement le système capitaliste qui nous enjoint à, encore une fois produire et consommer, donc se lever le matin, aller au boulot, produire, rentrer le soir, manger, éventuellement avoir du sexe avec son mari une fois par semaine, une fois par mois, j'en sais rien, se reproduire, avoir une hypothèque, un chien, mourir, avant ça avoir la retraite, éventuellement tromper son mari ou divorcer. Bon, en fait ces modes de vie là ils sont extrêmement uniformisés et pour moi c'est ça qui est presque l'antagonisme en fait du mouvement de la vie. La vie, comme je la définis, donc on peut très bien voir dans le livre que j'ai des penchants un peu vitalistes, mais qui sont, à mon sens, tout à fait défendables et légitimes. La vie, en fait, au sens biologique, au sens darwinien du terme, elle est en forme de bruissement. C'est-à-dire qu'elle se fait par des espèces de tiroirs et sous-catégories. Donc elle est faite par déviance, par monstruosité et par adaptation. Donc la vie, elle est tout le temps multiple, en fait. À l'inverse, le système capitaliste dans lequel on vit est une réduction dramatique, en fait, de nos parcours de vie, de nos désirs, de nos aspirations et de nos possibilités. Ce qui fait que, en fait, de fait, on ne peut pas avoir d'écologie. Puisque l'écologie est une forme de chérissement, en fait, de la vie, sous toutes ses formes. Et donc humaine et non humaine. Et c'est déjà là qu'on est ailleurs, en fait. On n'est pas dans une discussion de justice sociale proprement humaine. Donc pour aspirer, en fait, à ce type d'écologie-là, il faut, encore une fois, désirer le monde et aimer le monde. Et ce que je dis, ça peut paraître vraiment basique, quoi. Mais je constate pourtant que dans les mouvements écologistes, même de gauche aujourd'hui, en fait, les mots amour, les mots désir, les mots révolution, les mots intimité, les mots même sexualité, corporéité, enfin toute cette partie-là qui est tellement centrale, en fait, dans la façon dont on fait de l'écologie aujourd'hui. Moi, les personnes issues des minorités qui s'intéressent à l'écologie, elles le font parce qu'elles savent qu'elles peuvent tomber malades. Elles savent que leurs enfants vont probablement tomber malades. Elles savent parce qu'elles sont malheureuses. Elles le savent pas parce qu'elles veulent protéger la nature. Tu vois, il y a tout un rapport. Il faut vraiment un rapport charnel, en fait, à ça. À dire, bon, moi, je me sens écologiste, par exemple, parce que je dépéris dans le béton. Par exemple, vraiment, je me sens extrêmement mal. Je vois bien que mon corps est beaucoup plus exulte, en fait, quand il est au contact d'animaux, quand il est au contact de plantes, quand il est au contact... J'ai besoin de ça fait partie, et c'est pas quelque chose de rationnel, c'est pas parce que je me dis c'est meilleur pour ma santé, c'est parce que c'est une nécessité physique, voilà. Et ben ça, je pense que c'est peu ou prou la proposition d'écologie décoloniale ou autochtone, par exemple, où il y a des relations qui sont davantage sur le mode au moins coopératif, sinon symbiotique avec un monde vivant qui est fait d'une multiplicité d'écosystèmes, de localités qui sont reliés, et qu'en fait, encore une fois, le système patriarcal, colonial, capitaliste est une réduction de ça
en unités de production, qui sont délocalisées les unes des autres, qui n'ont un lien que de travail en fait entre elles. Et les écologies autochtones et décoloniales disent en fait, nous faisons tout le temps partie d'un tout en fait. Et enlever ça, c'est une insulte en fait au monde même. Du coup, c'est pas juste un système de production qui devrait être changé, tu vois. C'est pas juste. C'est pas juste, par exemple, on devrait arrêter de vider les océans parce que il faut que les poissons se reconstituent, etc. Ce qui est déjà une bonne raison, puisqu'on est en train de vider les océans. Enfin, c'est une catastrophe. Par exemple, les travaux de l'association Bloom montrent ça très bien, qui essaye de défendre les océans, le peu qu'il en reste, quoi, en disant non seulement c'est une décision rationnelle, mais c'est aussi en fait parce que on est émerveillé par l'incroyable richesse de toutes les formes possibles de poissons qui existent et de vie de ces forêts sous-marines, etc. Et alors même que ça ne nous sert à rien, alors même que c'est pas utile juste parce qu'on est émerveillé par ça, qu'on va avoir envie de le défendre, de s'en occuper, et qu'on va trouver que vider l'océan à coups de super chalutiers, c'est un crime en fait. C'est gravissime de faire Absolument. ça. À l'inverse, les capitalistes, là, ceux qui trouvent qu'il n'y a aucun problème à vider les océans, que c'est comme ça qu'on trouvera bien des solutions, que je sais pas, les robots vont nous sauver, je sais pas très bien ce qu'ils s'imaginent, mais enfin si, on sait, puisqu'ils le déversent à longueur de tribunes, de congrès. C'est ceux qu'on appelle les techno-optimistes, par exemple, ceux qui pensent que la science et la technique vont nous sauver. Eux aussi, ils ont un rapport érotique au monde. Et tu écris que leur érotique capitaliste est morbide. C'est une érotique au sein duquel la course au plaisir de quelques-uns nécessite le sacrifice du plus grand nombre. Que en fait ils estiment que eux ils vivent des bonnes vies là dans leur dans leur façon de produire, et que c'est pas grave s'il faut sacrifier tout le reste. Oui, je pense que déjà ce qui est important, c'est de pas faire croire qu'il y aurait d'un côté l'érotisme et de l'autre côté le mal. Okay. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'insiste dès le début du bouquin. Moi, je suis pas en train de présenter une vision de l'érotisme, et même de l'éropolitique, peut-être un peu, mais en tout cas de l'érotisme comme une force qui serait absolument salvatrice, puissante, écologique par nature, qui aurait tout à voir avec la justice sociale. En gros, et c'est ça ma première partie du livre, en fait, j'ai envie de reconnaître à quel point nos sociétés mortifères, morbides, qui jouissent sur la mort, comme sur la nécropolitique, comme le dit Achille Mbembe, sont pétries d'érotisme. Et donc, c'est un érotisme qui est délétère, en fait. C'est-à-dire que le plaisir dont... Il n'y a pas que les capitalistes, nous aussi, le plaisir qu'on éprouve, ne serait-ce qu'en mangeant un produit transformé, en mangeant un produit issu d'un animal, en allant s'habiller dans un magasin, en se disant waouh, quand même, il y a un plaisir de consommer. Moi-même, je l'éprouve quand je paye quelque chose. Le fait de savoir que cette chose est à moi, que je suis propriétaire de cette chose, ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas de plaisir là-dedans. Donc il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe à détricoter et qui nous concerne tous et toutes. Et c'est en ça que je suis pas complètement comment dire. Je pense que les vieilles catégories du politique avec lesquelles on pensait type marxiste, donc d'un côté les capitalistes, de l'autre les prolétaires, aujourd'hui ça fonctionne plus. En fait, en 2025, on a des gens capitalistes qui sont mus par des désirs, je pense aux libertariens, certaines franges en tout cas des espaces politiques qui sont réellement concernés en fait par une forme d'intimité en fait justement au vivant, au monde. Je pense aux survivalistes aussi par exemple. Enfin, il y a vraiment des espaces comme ça qui veulent renouer en fait avec le monde, mais qui pourtant politiquement sont craignos. Et de l'autre côté, on a des gens qui peuvent se dire justement de gauche, qui sont tout à fait dans des aspirations de transformation, etc., mais qui, à mon sens, restent tristement normés sur la question, par exemple, du rationalisme. Ce dont on parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que le changement auquel on aspire n'est que fait à partir d'une vision du monde qui serait explicable, rationnelle, basée sur des chiffres, et donc sur une histoire aussi très occidentale, et donc fermée, en fait, à toute théorie décoloniale? Ou est-ce qu'en fait, à un moment donné, on va commencer à parler d'écologie par les émotions, par l'intimité, par la spiritualité? C'est exactement ce que j'allais dire. Okay. Oui, ça, pour moi, aujourd'hui, en 2025, on ne s'y est toujours pas attaqué. L'écoféminisme a un peu ramené ça ici, par là, etc. Mais en vrai, de vrai, à part traduire Starhawk, voilà, il y a Yuna Byzantine qui écrit des choses qui sont super là-dessus, qui, à mon sens, commence à déblayer un petit peu le terrain, quoi, sur en fait comment on va faire de la politique si on continue à penser que le rapport spirituel ou religieux au monde est un tabou. Et justement, un rapport au vivant, à l'engendrement, toutes ces choses-là qui sont au centre de la croyance, en fait, que quelque chose de plus mérite d'être vécu, plutôt que, encore une fois, une production qui est le summum de l'ultra-rationalisme, en fait. Et j'ai oublié ta question. Je vais mettre toutes les références là dont on parle, Starhawk, etc. Je les mets à chaque fois dans l'article qui accompagne les épisodes. Parce que là, il y a beaucoup de références, de mots qu'on lance et tout. Mais vous allez voir, ça va devenir... Non, mais c'est important. Mais on va donner des exemples pour voir ce que c'est. Parce que c'est pas non plus juste des choix individuels qu'on fait. C'est pas une histoire d'aimer consommer ou de pas aimer consommer. C'est de voir qu'en fait, notre rapport érotique au monde, il peut...
voilà, il peut être là-dedans dans ce désir conquête. C'est Et ça. puis il peut se déployer ailleurs. Et ça a du sens de travailler ça, d'investir ça. On va donner un exemple de ce que ça peut être une vision écoféministe ou une néropolitique écoféministe. Par exemple, une idée qui revient souvent, qui commence à être intégrée, je pense, pour beaucoup de féministes et même d'écologistes, c'est l'idée que, en fait, on traite la Terre aussi mal que les hommes traitent les femmes. Quand tu parles d'extractivisme, c'est-à-dire on extrait ses ressources, on exploite la terre, on la détruit, on la respecte pas, on la souille, on la pollue, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette comparaison ? Eh ben, je pense que c'est valide pour certaines écoféministes voilà, des années 80 et qui faisaient vraiment... Et en même temps, je suis même pas sûre. En fait, en gros, ce qui me dérange, c'est l'idée de comparaison. Dans l'écoféminisme que moi je comprends, je dis toujours les écoféministes, mais là on va le prendre au singulier parce que allez, c'est celui-ci là dont on parle, c'est-à-dire l'écoféminisme en vrai quasiment psychologique. Moi ce qui m'intéresse là, c'est une théorie psychopolitique de l'écoféminisme, c'est-à-dire qu'est-ce que l'écoféminisme raconte sur nos manières de nouer des relations qui ont du sens dans le monde, mais qui ne soient pas déduites d'un simple rapport, d'un simple constat, encore une fois, distancié et froid de nos actions, mais plus de nos psychés, de nos subjectivités. Comment elles sont façonnées en fait par cette... je dis tragédie, c'est peut-être un peu dramatique, mais... cet effondrement en fait. Tu vois, il y a quelque chose de l'ordre du deuil en fait, tu vois, qui est en train de se produire. Comment vivre, comment continuer à vivre dans un monde qu'on est en train de deuiller actuellement. Pour moi, il n'y a plus rien à sauver là. On est en train de deuiller les choses. Ce qu'il y a à sauver, c'est... Mais si, justement, c'est tout ce que tu décris, non ? C'est toutes les relations qu'on peut développer au vivant, c'est l'amour qu'on a pour toutes les créatures vivantes, c'est d'essayer de sauver des modes de spiritualité, d'aller voir ailleurs, hors de la pensée rationaliste qui nous a mis dedans. Enfin, il y a toutes ces choses-là à sauver. Je suis même pas sûre qu'il y ait un ailleurs, quoi. Okay, c'est-à-dire, je pense qu'on peut bricoler, qu'on peut tromper, qu'on peut tricher. Mais à l'heure actuelle, en 2025, tu sais, ça fait 10 ans qu'on dit on est au bord d'eux. On est sur la ligne rouge. Moi, je dis, on est dans l'effondrement, en fait. Là, on est déjà en train de s'effondrer, on est déjà dans la catastrophe écologique, on est déjà Absolument. en train de tout détruire. Et social, et racial, et impérialiste, etc. Et du coup, de reconnaître ça, pour moi, c'est pas du tout un aveu fataliste ou c'est pas du tout un aveu de paralysie de l'action, bien au contraire. Mais sans reconnaître ça et être plutôt dans une forme de transformation, ce que je peux constater un peu dans la catégorie des écologies spirituelles, qui peuvent parfois s'apparenter à du développement personnel, en fait, ça va beaucoup trop vite sur justement la reconnaissance de la profondeur du désir conquête, c'est-à-dire de la façon dont on désire quand elle est réduite uniquement à l'annexion de l'autre. Un peu l'exemple que j'ai pris quand j'achète quelque chose. En fait, ce qui me donne du plaisir fondamentalement et entièrement, c'est cette idée de je possède. Et du coup, chez les écoféministes qui comparent le sort des femmes et le sort de la Terre, je crois que c'est beaucoup plus un continuum qu'une comparaison. C'est-à-dire que la culture patriarcale nécrocentrique, donc qui, par exemple, qui produit le désir sous la forme principale de production du désir du patriarcat, c'est la culture du viol. C'est-à-dire qu'en fait, sous le patriarcat, il y a des hommes et des femmes, il n'y a rien d'autre. Et les hommes désirent les femmes. Les hommes ont un désir beaucoup plus débordant, beaucoup plus difficile à tenir. Et de fait, il va falloir qu'ils s'exercent quelque part. Alors, il peut s'exercer dans plein d'endroits, dans la guerre, dans le sport, mais quand même, il faut qu'il s'exerce sexuellement, et en particulier sur les femmes qui deviennent uniquement objets de désir. Et quand les femmes sont des sujets de désir, elles sont hystériques, elles sont folles, elles sont, c'est quoi le mot, nymphomanes, etc. Et le problème, justement, c'est pas le patriarcat, il n'est pas venu d'en haut et il nous a dicté ça et nous, on a juste bu ces paroles-là. Ça, c'est vraiment le cœur de mon sujet, quoi. C'est quoi être un sujet désirant ? C'est aussi être un sujet proactif, en fait, dans son désir. On désire aussi ça. Donc, en fait, sous le patriarcat, les femmes désirent être dominées. Ça, il faut le reconnaître aussi. Les femmes désirent être montrées, désirées, narrés comme des objets sexuels. Et les hommes désirent se présenter comme des prédateurs, principalement. Et ça, pour moi, la critique écoféministe, alors antispéciste en particulier, on pourrait se demander pourquoi, mais en fait, pour moi, elle est vraiment intéressante. Elle pose l'idée de prédation comme le cœur du problème. Donc là, tu vois, le problème, c'est pas que la relation des hommes à la Terre ressemble à la relation des hommes aux femmes, c'est que c'est le système de la prédation en tant que relation à la vie, c'est-à-dire qu'il y a des chasseurs et il y a des proies. C'est ça le problème qu'il faut abolir. Et moi, comme je suis plus dans les mouvements queer et que j'en fais partie moi-même, je préfère penser en termes de dynamique à la fois des subjectivités et à la fois des superstructures, si on peut dire, plutôt qu'en termes d'identité. Donc homme-femme ou terre ou vivant. Enfin, tout ça, ça me paraît trop segmenté, en fait, pour pouvoir produire une vraie dynamique de pensée. Et peut-être je vais donner un autre exemple, comme ça va paraître... De ce que c'est que le désir conquête, par exemple. Ouais. Dans le livre, donc la première partie qui est vraiment dédiée à ça, je parle de plusieurs situations ou exemples de désir conquête, et tu as un petit peu parlé un peu plus tôt des incels. Donc incel, c'est
Célibataires involontaires, ils disent la trentaine, en grande majorité des jeunes blancs d'Amérique du Nord et d'Europe, Absolument. et qui cultivent entre eux la misogynie, la haine des femmes. En même temps, ils sont obsédés par les femmes, puisque c'est quand même le centre de leur identité, justement. C'est qu'ils estiment qu'ils sont délaissés fort injustement du grand marché sur lequel s'échangent les femmes, qui, ces connasses, préféraient toujours les hommes forts, beaux, musclés, grands, qu'ils appellent des tchads. Et donc, au nom de ça, ils auraient le droit de commettre tout un tas de crimes misogynes, y compris des attentats. Et donc, il y a plusieurs attentats antiféministes qui ont été commis par des incels, qui ont fait plusieurs mortes, parce qu'ils estiment que, eh bien, si on leur donne pas ce à quoi ils ont le droit, de par leur naissance, donc de la sexualité, eh bien, ils peuvent détruire et s'attaquer aux femmes. Et bien justement, ce mouvement-là, qui en fait en soi est assez restreint en termes de nombre. Oui, c'est pas des millions de mecs qui pensent ça. Mais son impact est présent dans énormément de sphères. Et c'est aussi très révélateur. Ouais. Exactement. La prise du Capitole, les Trumpistes qui militent autour de lui. On a la version tradwife avec Mélanie et d'autres formes de fascisme européen qui sont portées par des femmes. Donc aussi, il y a toute la question de comment être une femme et porter des idéaux fascistes. En fait, tout ça revient à la question du désir-conquête qui, pour moi, adresse au centre la question des affects. En fait, pour moi, le problème, c'est comment, dans nos politiques actuelles, plutôt dans la gauche, en fait, à mon sens, nous avons délaissé la question des affects au profit d'une vision beaucoup plus éclairée. Donc là, vraiment, j'emprunte vocabulaire des Lumières, là, à dessein. C'est-à-dire qu'on considère que les personnes qui sont trop mues par des affects dans la politique n'ont pas vraiment compris ce dont il s'agissait, qu'il faut qu'elles s'instruisent et qu'elles aillent lire. Moi, j'ai souvent entendu ça, par exemple. Allez lire, allez vous instruire, allez vous éduquer. Genre, les gens sont pas éduqués, c'est pour ça qu'ils votent, c'est pour ça qu'ils sont fascistes. C'est ça. Alors que mon propos, c'est de dire, en fait, nous sommes tous concernés par la question des affects et nous rentrons tous en politique parce qu'on a des affects. Alors, il faudrait être une minorité extrêmement privilégiée pour choisir de la politique par pur attrait intellectuel. Souvent, voilà, il y a certains militants, militantes qui disent comme ça, voilà, moi, je me suis intéressée à ça. Moi, Myriam Bafou, je ne me suis pas intéressée à ça. Moi, Myriam Bafou, je suis née dans un quartier populaire, j'ai été victime de ceci, cela. C'est pas un choix de faire du militantisme aujourd'hui. Je suis obligée. En fait, je suis jetée dans le monde avec ça. Je peux choisir de l'ignorer. Mais en fait, même ça marcherait pas. Je voudrais être. Oui, la politique va s'occuper de toi. Voilà. Dans tous les cas, je serais Myriam Bafou, en fait. Quoi qu'il arrive. Peu importe. Tu veux dire en tant que femme racisée, Absolument. élue comme étant une femme racisée par tout le monde. Oui, nord-africaine, issue de milieu populaire, queer. Enfin, tu peux rajouter plein de trucs, tu vois. Et donc, mon propos, c'est de dire si en fait on veut efficacement combattre l'extrême droite aujourd'hui, qui est ce qui est à mon sens notre but commun là tout de suite. Là, c'est l'urgence, oui. Ouais, mais aussi réinventer ce qu'on appelle des imaginaires. Ça fait un peu chier ce mot-là, mais je n'ai pas de meilleur. Bah si, c'est ce qu'on dit. On dit toujours. On dit, bah d'accord, on sait très bien contre quoi on se bat. Maintenant, on aimerait bien savoir pourquoi on se bat, parce que quel est le monde désirable pour lequel on se bat, en fait. À quoi il ressemble. Est-ce que c'est possible de l'atteindre, en fait. Et ben pour moi, sans adresser la question du désir, c'est pas possible. Et donc reconnaître que les personnes incel, les personnes qui votent extrême droite aujourd'hui, etc., en fait, sont captées par des formes de pouvoir qui savent exactement nommer l'endroit des affects. Alors moi que je nomme de honte, de répression, d'abstinence, de frustration et de ressentiment. Alors le ressentiment, enfin pour le coup, c'est pour moi le ciment de l'extrême droite, mais ressentiment au sens de frustration, exactement ce que tu as décrit avec les incels, en fait, d'avoir droit à quelque chose, que le monde me montre que je n'ai pas droit à ça, que d'autres gens en jouissent devant mes yeux. Comment osent-ils jouir de ceux qui devraient m'être dus et que moi je suis un loser de la société en fait. Mais du coup les incels et compagnie, enfin il y a plein d'autres strates, tu vois, enfin il y a pas que les incels qui votent extrême droite, tu vois, il y a des gens qui me ressemblent beaucoup et qui votent extrême droite aujourd'hui. Et ce qu'ils ont en commun en fait, c'est cette déclassification. C'est l'idée qu'en fait ils ne valent rien, ils n'ont pas d'apport politique en fait à amener dans cette histoire. Alors quand tu as des personnes autoritaires qui viennent, et donc tout le problème autour du désir fasciste, en fait, se gravite autour de l'autorité. En fait, c'est quoi ton rapport à l'autorité ? C'est pour ça que moi, j'aime m'appeler plus anti-autoritaire qu'anarchiste, tu vois, parfois. C'est quoi ton rapport à l'autorité et comment ça va déteindre dans la politique ? Toutes ces personnes qui gravitent dans ces sphères politiques-là sont démesurément attirées par l'autorité. Parce que, ayant été considérées comme un loser ou une merde, ou même juste, encore une fois, une unité de production dans un système capitaliste, c'est-à-dire rien en fait, rien du tout, te faire gueuler sur ton patron tous les jours, à faire un travail qui n'a pas de sens et rentrer chez toi auprès d'une unité familiale en laquelle tu crois pas vraiment pour reproduire exactement la même chose jusqu'à ce que tu meurs, en fait, c'est logique qu'à un moment donné, les gens pètent un câble. Les gens soient en dépression, les gens, en fait, juste le cerveau, ils pètent un câble, enfin vraiment. Et il y a plusieurs manières de péter un câble. Donc, l'une de ces manières, c'est de s'engager en politique.
Une autre de ces manières, c'est d'alimenter une forme de haine pour les minorités, qui aujourd'hui sont toutes désignées du doigt, les personnes queer en particulier trans, et les personnes racisées issues de la colonisation. Alors compter les deux, c'est le pire. Et c'est ça en fait, les personnes qui sont dans le viseur du fascisme actuellement. Mais donc, j'ai bien envie de montrer que c'est pas un système qui te vient du dessus et qui va te brainwash. Ça vient chercher des affects qui déjà sont fomentés en fait par des années, des décennies de capitalisme, des siècles même on pourrait dire, qui a cultivé en fait ce sentiment d'être soit un winner, donc les Tchad, soit un loser. Et il y a rien entre les deux. Et toutes les personnes qui peuvent alimenter cette dynamique-là, donc là les féministes, parce que les féministes en fait font bouger les choses et en veulent aux hommes de manière très légitime par ailleurs, mais tout ce qui va encore plus dans le sens qu'on appuie sur le bouton en fait de la lousitude. Pour ces personnes-là, c'est insupportable. Et donc, une des options, ça serait justement de s'engager de sorte à éteindre complètement ce système où il y a des losers et des winners, ce qui est, à mon sens, l'anarchisme, ou en fait, d'essayer d'être le winner absolu, ou d'être sauvé par un autre winner. Ce qui est le cas, en fait, de cet électorat. Parce que les incels, etc., ils veulent jamais, pas forcément, en tout cas, avoir la position de chef. Donc, tout ce truc de mal alpha, par exemple, d'ailleurs, intéressant, mal alpha, il n'y en a qu'un seul. Ouais. Dans une meute, il n'y en a pas 10 000. Donc, tous les supporters du mal alpha ne peuvent supporter qu'un seul. Enfin, soutenir qu'un seul. Et donc, ça veut dire que ces personnes-là sont, capables de s'accommoder de cette place-là, à condition que l'un des leurs gagne. Et donc, c'est à ce sens-là, dans cet espace-là, pour moi, qu'on est presque les plus impuissantes, en fait. Parce que c'est ça pour moi l'enjeu en fait aujourd'hui, comment persuader les gens que leur vie en valent la peine et que ça vaut la peine de vivre sa vie à la première personne, donc de l'habiter et donc de défendre non pas le droit à vivre sa vie mais le droit à ce que le maximum de gens puissent jouir de la même vie qu'on peut construire ensemble. Mais je crois que la partie la plus efficace de ce type de fascisme, c'est d'avoir convaincu les gens que leur vie ne valait tellement rien qu'ils avaient tout à gagner, presque à se sacrifier. Ça, c'est le terrorisme, par exemple. Donc, quand tu as des actes terroristes, c'est-à-dire que les gens considèrent que leur propre vie n'a même pas assez de valeur, mais c'est la cause idéologique qui vaut plus. Et ça n'a pas de bord politique, tu vois, par exemple, non plus. Donc, c'est pour ça que je me méfie beaucoup plus, tu vois, de cette polarisation droite-gauche, là. Même si elle a du sens aujourd'hui, que je suis pas en train de dire que voilà, Marine Le Pen c'est pareil que Jean-Luc Mélenchon, tu vois, c'est pas ça du tout que je dis, mais que c'est plutôt ces désirs fascisants, ce que théorise très bien Deleuze et Guattari, tu vois, dans les années 70, tu vois, encore une fois. Qui écrivent ce texte où il dit tout le monde veut être fasciste, ça c'est intriguant aussi, parce que t'es là, bah moi je suis pas sûre que je vais être fasciste, mais en même temps je vois, parce que c'est vrai que ce désir-là d'autorité, que enfin quelqu'un va te dire quoi faire, comment bouger, qui va te désigner un ennemi et tout, c'est irrésistible. Mais oui, c'est facile, parce qu'en fait tu n'as plus à penser par toi-même. Et ça, c'est Hannah Arendt et le totalitarisme, en fait. Comment on arrive à se déposséder de la pensée critique. C'est pour ça que je fais de la philo, c'est pour ça que je pense que toute ma vie, je ferai de la philo et que j'enseigne ça aujourd'hui en 2025 et ça me paraît peut-être être un des boulots les plus révolutionnaires qui sort, alors que je pensais pas du tout dire ça. Parce que l'idée de la pensée critique, c'est-à-dire questionner les dogmes, questionner les idées, questionner l'idéologie, ça me semble être la chose dont on a le plus besoin aujourd'hui. On a besoin de se former à ça et on a besoin de se former à ça depuis un angle qui se regarde lui-même. C'est-à-dire que moi, mon bouquin, même quand je l'écris, je dis toujours, j'ai plein d'angles morts, il y a plein de biais, il y a matière à discuter. En fait, mon bouquin, vraiment, et ma proposition, la héropolitique, ça a juste vocation à déstabiliser, en fait, un espace politique. J'ai pas de proposition universelle. Ça, non, mais tu fais quand même. C'est pour ça que je le trouve génial et que je le trouve très stimulant, parce que t'es pas du tout dans la restriction du désir et tout. Au contraire, enfin, si de certains désirs, tu dis, franchement, regardons en face notre désir de cruauté, par exemple, le désir qui serait réduit que à la consommation, à la domination, et ça qui peut gagner les hommes comme les femmes. C'est pas selon des formes différentes, peut-être évidemment. Le fait d'être socialisé comme un homme hétéro, en particulier blanc et tout, fait que tu es encouragé quand même à avoir uniquement cette forme de désir. Donc un désir conquête, de domination sur les femmes, les enfants, les animaux, de consommation, de destruction et tout ça, avec ce qui est facilité par le fait qu'on te coupe de tes propres émotions, qu'on valorise à mort les notions d'indépendance, de surtout pas être vulnérable, de surtout pas être pénétré, enfin toutes ces choses qu'on a racontées encore et encore ces dernières années, les féministes, sur le problème avec la masculinité, les masculinités hégémoniques, mais c'est encore plein de choses. Tu dis en fait, il faut arrêter d'érotiser la douleur, érotiser la violence, érotiser la domination. Or, pour l'instant, c'est quand même ça qu'on nous propose principalement dans notre culture, de dire, en fait, voilà, votre plaisir va venir du fait de consommer ou de dominer d'autres personnes. Et c'est réel. Enfin, c'est pas juste une idée reçue, c'est réel. Voilà, en fait, on l'éprouve. Ça procure du plaisir. Absolument. Sous le patriarcat, la culture du viol, je t'ai déjà dit, par exemple, bon, peut-être qu'on va pas aller jusque-là, mais bon, pour moi, c'est quand même intéressant de le mentionner, ça pointe l'énorme problème. C'est pas un problème dans le sens où il faut le régler. C'est un problème dans le sens où ça pose question. C'est important pour moi de le nommer. Des fantasmes de viol. En fait,
je peux parler de moi, il y a un endroit où c'est excitant de revivre ça. Il y a un endroit, et en fait, c'est parce qu'on a été marqué traumatiquement, en fait, collectivement par ça, et que pour moi, un féminisme qui viserait à une forme de guérison, à une forme de mieux-être et à une forme de sortie du patriarcat, ne regarde pas, comme on n'a pas assez de courage sale. Mais donc c'est pour ça que le féminisme dont je me réclame, il est fondamentalement queer en fait, pour habiter en fait cet espace de déviance et de perversité et de tricoter en fait à partir de ça. Et donc c'est pour ça que je ne crois pas aux écologies propres, je ne crois pas au féminisme propre. Ou d'un coup on n'aurait que des bons désirs, voilà. Et puis après il y aurait pas. Non, mais justement il faut travailler. Mais c'est aussi ce qu'on raconte. Je sais pas, moi je viens plutôt d'une tradition jungienne, tu vois, dans la psychanalyse et tout. Bon, parce que j'ai vécu dans une communauté autogérée jungienne et tout ça, et donc on disait tout le temps de regarder l'ombre, tu vois, donc regarder l'ombre, ton ombre, ça veut dire que il faut regarder tout ce que tu trouves détestable, mauvais, sale, honteux, etc. Parce que il y a quelque chose à comprendre en fait là-dedans. Absolument. Et pas en se disant qu'un jour on serait définitivement guéri, pur, avec que des désirs acceptables, mais qu'il faut voir ce que ça raconte de nous, du monde, et donc travailler avec ça aussi. Pour continuer sur le problème avec le désir conquête, tu relis donc ça avec la cruauté, le fait, et ça c'est des choses tangibles, hein, là on lance des mots comme ça, mais tu vois, ça va avec le fait que, par exemple, les pratiques pornographiques sont de plus en plus violentes. La fascination aussi qui s'est développée ces dernières années pour les true crimes, donc les grands documentaires, tu dis, parce que toi tu dis que c'est un des plaisirs, justement, tu dis que tu as ressenti beaucoup de plaisir en regardant ça, donc qui retrace voilà, les épopées, transformées en épopées de tas de tueurs en série, par exemple, Jeffrey Dahmer. Puis là, qu'est-ce qui est sorti il n'y a pas longtemps là de quoi en true crime Je sais pas, moi je regarde pas par contre. Okay. J'avoue que sur Netflix, il y en a un, Ed Gein. Donc Ed Gein, c'est un des plus grands tueurs en série. Voilà. Maintenant, il vient de sortir une série Netflix fictionnelle, mais fictionnelle en retraçant sa vraie histoire. Ouais. Et je crois qu'actuellement, c'est le truc numéro 1 sur Netflix. Oui, bah de toute façon, voilà. Et là, Jeffrey Dahmer, là, je regardais les chiffres, c'est 56 millions de foyers qui l'ont regardé dans le monde. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment, enfin, qu'on est habitué en fait à voir des choses extrêmement violentes, à s'en distancier et à éprouver du plaisir à les regarder aussi. Donc tu dis qu'en fait, toutes ces choses-là, bah oui, ça a une influence sur la façon dont on désire, y compris dans notre vie intime, au lit. Et donc, on a du mal à déployer notre désir ailleurs. Et même quand tu décris certaines expériences, on va y venir dans la conversation plus tard, mais voilà, qu'est-ce que ce serait un désir écoféministe? Qu'est-ce que ce serait un désir véritablement d'érotisme pour la planète, pour le vivant et tout? Ça donne des formes vraiment cheloues et déconcertantes, mais bon, on va en parler. Important, là, on parle des hommes et des femmes ou de système patriarcal. Tu dis que ce désir conquête, il n'est pas que misogyne, il est aussi colonial, il est aussi raciste. Et que dans notre culture, là, dans ce grand chaudron qui fabrique notre désir, on vient aussi d'une histoire coloniale et voilà, d'une société raciste. Tu dis l'inconscient collectif blanc. Donc l'inconscient, c'est ce qu'on partage tous inconsciemment, est pétri de fantasmes d'annihilation, de fétichisation et de dressage du sauvage. Donc tu empruntes le terme d'altéricide à Malcolm Ferdinand, donc l'idée qu'on ne peut exister qu'à condition d'abattre l'autre, ou d'omnicide, ça c'est un concept de Amitva Ghosh. Tu dis que le projet colonial, et c'est vraiment ce qui a fabriqué nos sociétés dans le siècle dernier, c'est un projet de réduction à néant de la terre, de ses espèces et du sens même du monde. Je trouve en plus qu'on en parle finalement assez peu, qu'on a même du mal à l'intégrer dans les réflexions féministes mainstream, quoi, ce truc-là. Je pense que moi, j'ai à cœur de parler d'écologie tout le temps, parce que comme ça, au moins, on sort de l'idée que ça concerne que les humains et humaines. Et donc, quand on parle de masculinité hégémonique, quand on parle de culture pornographique capitaliste, quand on parle d'érotisation de la violence, en fait, pour moi, ça, c'est toujours des problèmes écologiques. C'est-à-dire que c'est toujours des manières d'habiter le monde. Et pour moi, c'est qu'à cette condition qu'on peut comprendre, en fait, ce qu'est réellement le colonialisme. C'est-à-dire qu'il n'est jamais un colonialisme de peuplement, qui n'est jamais juste un asservissement d'une population donnée pour les bénéfices économiques d'une autre, qui est ce qu'on appelle, beaucoup de penseurs, penseuses, théoriciens, théoriciennes, on appelle un épistémicide. Épistémicide, ça veut dire un assassinat, une disparition, une extinction de mode de connaissance du vivant. De la vie, de mode de connaissance, de comment faire relation, de comment faire famille, de comment faire du droit, de comment habiter un territoire. C'est ça dont on parle, en fait, dans la colonisation. Donc oui, on détruit plus qu'une culture. Absolument. En fait, on détruit des façons d'habiter le monde, de le voir, etc. Absolument. C'est ça qu'on a détruit. Et actuellement, c'est la Palestine. Vraiment, si on veut sauter les deux pieds dedans, là, c'est actuellement ce qui est en train de se passer. Et c'est en ça, pour moi, qu'il y a
Ouais, presque une jouissance en fait de tous les jours pouvoir se lever et voir littéralement avoir la capacité de voir des milliers de Palestiniens, Palestiniennes qui meurent, qui sont actuellement tués intentionnellement par une armée avec un gouvernement d'extrême droite et plutôt soutenu malgré toutes les résistances, malgré toutes les manifestations, malgré tous les appels humanitaires de certains espaces de gauche à arrêter en fait ce massacre. Pourtant, la vie semble continuer. La vie semble continuer. Et un des propos de certains et certaines penseuses décoloniaux, décoloniales, c'est de dire qu'en fait, ces génocides-là, donc ces massacres, encore une fois, pas simplement d'une culture, mais d'un monde, en fait, là, la Palestine, c'est un monde qui s'effondre sous nos yeux. Et c'est notamment le rapport à l'islam, c'est notamment le rapport au Moyen-Orient, c'est notamment le rapport aux Arabes, en fait, ce qu'on a appelé les Arabes, notamment depuis 2001, en fait, aux États-Unis, la catégorie arabe, en fait, elle est devenue complètement empreinte d'une menace, d'une sauvagerie. Ça existait avant, mais ça a quand même pris un tournant décisif Avec les depuis attaques Bush. du 11 septembre. Ouais. Absolument. Et du coup, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est, dans le plus grand des calmes, quasiment, hein, une forme d'acceptation, un peu voilà, globale, que finalement, oui, cette catégorie du monde, qui est une civilisation, en fait, hein, enfin, le monde palestinien porte avec lui une civilisation, en fait, est en train de s'éteindre. S'éteindre étant un euphémisme, en fait. De disparaître ou voilà, d'être annihilé. Exactement, sous nos yeux, sans que ça pose particulièrement de problème à nos gouvernants. Et en fait, ce que ça veut dire derrière, c'est en ça que la matrice en fait coloniale est tellement présente en fait jusqu'à aujourd'hui en 2025, c'est qu'on est capable d'accepter ça sans que ça menace en fait la vie en général, parce que la vie en général, celle qu'on considère qui est la vie mainstream, elle est blanche en fait. C'est-à-dire, tant qu'en fait nos institutions, nos lois, notre vraie civilisation en fait n'est pas touchée, a priori il n'y a pas vraiment de problème. Ça appartient à leur monde, à leur manière de s'ordonner, en fait. Et ça, c'est l'altéricide. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut exister à la condition que autrui soit, en fait, complètement destitué, au-delà de la dignité de son existence même, en fait, de sa valeur. Et ce rapport-là, en fait, au monde, il est complètement fomenté par la psyché coloniale, si on peut dire quelque chose comme ça. Ça, les afro-pessimistes ont écrit là-dessus. Il y a enfin des mouvements psychanalytiques qui s'attardent sur la question de la race aujourd'hui. Je pense à Tammy Ayouch en particulier, qui disent en fait, ok, là on parle de subjectivité, on parle d'inconscient collectif, mais en fait, autant les féministes, elles ont compris que cet inconscient-là, il était très façonné par le patriarcat, avec le culte du chef dans la famille, l'autorité du patriarche, la répression envers les enfants, l'adultisme, l'agisme. En fait, toutes ces choses-là, elles pétrissent en fait cet inconscient-là et ces violences-là. Donc l'inceste, qui est vraiment la violence presque matricielle en fait du patriarcat. Ouais, c'est vraiment ce que Dorothée Ducy appelle le berceau des dominations. C'est vraiment le principe de base sur lequel on est tous et toutes construits. Personne n'échappe à la culture de l'inceste. On baigne tous dedans. C'est voilà. Ouais. Et ben pour moi, il y a un travail qui est pas encore du tout en fait regardé de la manière ni accepté, ni démocratisé, ni même il y a personne qui s'intéresse en fait à comment nos psychés sont façonnées par le racisme et le colonialisme. Et en fait, quand on dit ça, on a l'impression que tu vois, le premier truc, c'est dire ah mais non, moi je suis pas raciste. Maintenant, ça me concerne pas. Moi, je suis plutôt tolérant. Donc là, on va mettre les idéaux de la gauche, tu vois, un peu tolérance, on parle pas de ça. En fait, c'est ça. Là, bon, on peut dire, bah oui, moi, bien sûr, je suis née en France. Mes parents étaient français. Ça veut dire que et je suis blanche, donc ça veut dire que j'ai grandi quelque part avec au fond, avec l'idée que je suis blanche, donc je suis mieux en fait. Avec la suprématie blanche, on grandit, on évolue dans des villes qui ont été construites en fait en exploitant le travail, la vie de toutes les colonies que la France a faites. Enfin, c'est évident qu'en fait on baigne là-dedans. Et ça fait pas de nous des êtres méchants. C'est pas une question morale en fait. C'est juste que ça façonne notre façon de désirer et nos imaginaires. C'est ça. Et donc, tous ces trucs-là, on parle souvent de fétichisme, d'animalisation, de la manière... Voilà, le truc de beurette, tu vois, moi, je connais très bien ça. Je trouve qu'on en parle d'une manière très politique. Ah, voilà, il faut sortir de ça, c'est pas bien. Mais en fait, on se demande jamais à quel point nous, et quand je dis nous, c'est aussi les personnes racisées par ailleurs. Parce que les blancs, blanches, oui, on voit bien pourquoi, mais nous aussi, en fait, on est embarqués là-dedans. Surtout deuxième, troisième génération, tu vois, d'immigration. Personnes qui sont nées dans des quartiers populaires, personnes métisses. Enfin, tu vois, il y a plein de couches, en fait, dans cette histoire-là. Comment nous en sommes aussi venus à désirer, encore une fois, désirer ou nous imaginer prises dans cette subjectivité-là par les Blancs. C'est-à-dire, les femmes, on a bien compris à quel point, par exemple, elles ont désiré et elles continuent de désirer d'être vues par le regard masculin. Ça fait pas d'elles des mauvaises féministes, ça fait pas d'elles des connasses, ça fait pas d'elles des merdes, ça fait juste d'elles des êtres complexes qui ont vécu sous le patriarcat. Et ben, je trouve qu'il nous reste à nous atteler au même travail sur la question de la racisation, en fait. Et malheureusement, comme on n'en est pas là, parce qu'on a tellement peur de toucher à ces questions, parce qu'on est encore dans des trucs de race tellement touchy, où en fait, on n'est pas bien avec ça. Enfin, de toute façon, la France n'arrive pas à gérer ce truc-là. Non, c'est pas propre à la France, mais en particulier au niveau de la France, où en fait, on parle de santé mentale, je trouve, de manière tellement
propre d'une certaine manière, quoi. Voilà, il faudrait mieux nous accommoder. Nous, on a beaucoup vécu de trucs, les blancs, pas beaucoup. Enfin, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et moi, ce que je dis, encore une fois, le mouvement afro-pessimiste, mais pas que, dit la même chose. En fait, la psyché blanche, elle est construite sur la jouissance morbide de la souffrance des corps colonisés. C'est ce que tu as vécu quand tu as grandi, tu as regardé la télé, quand tu avais des bananas à la télé, là, des mecs noirs qui représentaient. C'est ce que tu as vécu quand tu regardais les famines en Afrique avec des gamins qui mouraient de faim. Donner, c'est-à-dire presque tu éprouves du plaisir à donner, tu vois, pour moi je vais les sauver, tu vois, je vais leur donner 10 euros par mois, ça va tellement leur faire du bien. Donc en fait, rien que ça, ce rapport-là, en fait, tu vois, au corps noir, au corps africain, c'est sûr que ça loge en fait des choses, tu vois, à l'intérieur de toi qui vont se reproduire après dans tes relations, dans la politique, etc. Et le fait de ne pas jamais adresser ça ou de considérer que c'est un problème de racisme structurel. Oui, donc de pas aller voir, ok, ça fait quoi à l'intérieur de mes désirs, comment ça me restreint, comment ça me coupe en fait, ça m'empêche l'empathie, c'est un mode de la rupture et qui en arrive aujourd'hui à l'indifférence autour de la Palestine. Pour moi, il y a un vrai continuum en fait de comment on est habitué à considérer que la souffrance fait partie des peuples colonisés. D'ailleurs, on parle des peuples colonisés uniquement quand on souffre. On parle jamais des rois et des reines africaines. On parle de l'esclavage. On parle jamais au Moyen-Orient, on parle des guerres. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est toujours présenté comme nous, des êtres souffrants, des êtres misérables, des êtres voilà. Mais que au mieux ce que vous pouvez éprouver pour nous, c'est de la condescendance, tu vois, du misérabilisme. Ah les pauvres. Mais en fait, on n'arrive jamais comme des êtres. C'est même pas forcément fier, tu vois, ou orgueilleux, parce que je suis pas non plus dans cette catégorie, mais avec qui on peut faire du lien. Tu vois, avec qui il y a un endroit où on peut se connecter, en fait. Et pas forcément d'égal à égal, mais qui soit moins sur un truc de pathos. Voilà. Moi, je pense que je suis pour une éthique, tu vois, du désir, mais qui ne soit pas uniquement définie dans le pathos. Et en fait, j'en ai marre qu'on soit, voilà, pour être accepté dans un espace politique, même aujourd'hui, peut-être on en viendra, c'est la troisième partie, il faut presque montrer, moi, à quel point Myriam Bafou, je souffre. Et comme je suis une victime, tu vois, de ce système. Pareil pour le féminisme, en fait. Je pense qu'on peut promouvoir un féminisme au-delà de la victimisation. Et qu'en fait, on peut rentrer dans le féminisme sans ça. C'est ce que nous reprochent nos ennemis, d'ailleurs. Et je pense qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas envie à cause de ça, parce qu'elles ont l'impression que du coup, ça veut dire qu'il faut se définir comme victime et tout, même si c'est beaucoup plus... C'est le cas, de toute façon. Mais... Oui, aussi, et c'est plus compliqué que ça. Enfin, donc, on voit aussi où ça mène cette critique-là. On va en reparler. Tu dis que voilà, on a dit oui, il faut libérer le désir, etc. Mais en fait, c'est pas forcément bon en soi le désir. On peut avoir des désirs fous de comme on vient de le dire, de soumission, d'oppression, de répression, d'annihilation. Donc il s'agit pas comme ça de libérer les forces de désir. Il faut en fait voir lesquelles on a envie de libérer, lesquelles on a envie d'encourager. Et donc on peut dire moi, j'ai pas envie de cultiver chez moi un désir d'oppression, de domination et tout. J'ai pas envie de cultiver ça. Je préfère avoir un désir de connexion, de sensibilité, de sensualité, d'autres choses et tout. Ce qui veut pas dire qu'il ne faut qu'on soit que douceur et vanille. Mais tout ça pour dire que ça... Oui, c'est politique en fait tout ça, et c'est pas les désirs aussi sexuels en fait qu'on a, et c'est pas juste de dire ah non mais en fait il y a ce qui est de l'ordre du privé, et puis ça c'est mon jardin secret et tout, genre c'est intéressant d'aller le voir, et en même temps il s'agit pas non plus de dire ah il faut faire la police de son propre désir et s'efforcer de tout bien désirer. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ton livre aussi. C'est une fine ligne à tenir. Oui. C'est très très dur à tenir ça, parce que encore une fois moi je viens d'une pensée Deleuze, guattarienne. Je m'oppose par exemple à... Donc ce sont des philosophes, des psychanalystes des années 70. Je sais pas si... Enfin, moi je trouve ça très difficile à lire, mais bon. Extrêmement difficile à lire. Voilà, je préfère le lire chez toi. Voilà, mais ce texte, par contre, tout le monde veut être fasciste. C'est un texte, c'est un texte de Guattari qui est lisible. Et chez Deleuze et Guattari, tu vois, ils disent il n'y a pas d'en dehors en fait de la production de désir. Et ça, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a que du désir. En fait, du coup, il n'y a pas un anti-désir. Il n'y a pas un désir. Il n'y a pas la répression et d'un côté la libération. Parce que ça voudrait dire qu'il y a la structure là du patriarcat, et il y a un en dehors qui nous serait promis et dans lequel on pourrait aller, et à partir de là on serait justement propre et guéri, tu vois. Or je pense, ça je l'ai déjà dit mais c'est important pour moi de le dire, que en fait même si on a grandi dans une société très réprimée, l'opposé de la répression c'est pas vraiment la libération. Parce que la libération peut être extrêmement répressive aussi. Parce que si tu veux, je vais prendre un exemple très concret, l'exemple de l'amour libre. Donc l'amour libre, ça a été toutes des théories qui ont été développées depuis, en vrai, le 19e siècle. C'est-à-dire, il y avait des penseuses anarchistes et tout qui étaient pour l'amour libre. C'est Alexandra Kollontai, c'est Voltairine de Cleyre, etc., qui vraiment ont développé ça. Et voilà, des penseuses anarchistes qui ont pensé l'amour libre. Donc le fait de ne pas être monogame. Au début, c'était surtout ne pas se marier et faire un foyer. Mais en fait, ça veut dire avoir plusieurs partenaires et tout. Bon. Ça veut aussi dire sortir de la hiérarchie des relations à partir de laquelle l'amour serait la relation la plus importante et la plus pleine de sens. Et après, il y aurait l'amitié
métier, Voilà. et après éventuellement les connaissances, et enfin voilà, avec une espèce de hiérarchie comme ça. Donc c'est une critique du mariage, c'est une critique de l'exclusivité, c'est une critique de la monogamie, c'est une critique surtout, à mon avis, de la hiérarchisation du désir, en fait, dans la société. En fait, les personnes qui ont soutenu l'amour libre, en dehors des féministes qu'on vient d'évoquer là, qui sont à mon sens celles qu'il faut lire, il y en a eu d'autres. Des anarchistes hommes qui ont justement promu en fait cette histoire de sortie de la répression, donc on sort des sociétés ultra répressives par la libération. Sauf qu'en fait, en faisant ça, ça a rejoué des injonctions envers les femmes notamment, parce que quid en fait des femmes qui voulaient être monogames, quid de celles pour qui en fait avoir plusieurs partenaires qui par ailleurs n'avaient aucune connaissance, sensibilité féministe, c'est-à-dire avec des problèmes d'engagement, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que moi je suis en couple libre, je le dis, et c'est vraiment très important pour moi, mais ça n'est possible que parce que j'ai des positions très égalitaires, parce que j'ai une indépendance économique, etc., etc. Mais sinon, c'est la grande arnaque en fait, le polyamour et l'amour libre. Dans l'hétérosexualité, c'est vraiment un désastre. En fait, ce que je pense en réalité, moi, c'est que cette histoire d'amour libre chez les hétéros, c'est les femmes qui devraient être autorisées à avoir plusieurs relations et les mecs une seule, quoi. Parce que sinon, oui. En tout cas, c'est très difficile. C'est pas vrai que on se libérerait de la monogamie comme un état oppressif et que comme ça libérerait tout le monde. C'est faux. C'est en ça pour moi que c'est un exemple très concret de ce truc entre répression et libération. On ne répond pas à une répression en disant en fait on va juste libérer le désir, et une espèce de débâcle comme ça où en fait on pourrait sans horizon, sans justement normes, sans intention, sans régulation, pour dire en fait on va faire n'importe quoi. Moi, ce que j'essaie de cultiver, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire, je crois profondément que le désir peut être jamais libérateur, émancipateur peut-être quelquefois, à la condition qu'il déstabilise des choses. C'est-à-dire que moi, je considère qu'un désir nous emmène quelque part quand il nous met dans un inconfort. Or, je pense que les désirs qu'on vient de citer là, désir conquête, domination, jouissance morbide, sadisme généralisé sous le patriarcat, le colonialisme, le capitalisme, possession, la relation de propriétaire, vraiment d'avoir quelque chose, à mon sens, ne m'emmène pas dans des endroits nouveaux. C'est des choses que je connais déjà, dans lesquelles j'ai été éduquée. Donc en fait, c'est confortable, c'est excitant. Donc moi, je vais jamais dire qu'il faut sortir de cette excitation-là. En fait, il faut reconnaître aussi à quel point c'est excitant, à quel point c'est bon, en fait, tout ça. Mais oui, mais pour moi, là, c'est en ça qu'il y a un endroit... Et c'est pas parce que c'est excitant que c'est bien. Ah non, alors là, pas du tout. Mais ça veut pas dire que tout ce qui est bien doit être excitant. Non. Enfin, ça veut pas dire que l'horizon, ça doit être le bien. Parce que, en gros, moi, il y a des pornos qui m'excitent qui sont pas du tout bien, qui sont pas du tout féministes. C'est pas pour autant que je vais arrêter de regarder ces pornos-là. Mais je suis capable d'avoir un regard critique sur les systèmes de production qui font que j'ai été éduquée, ou je sais pas comment dire ça, à aimer ces pornos. Je peux reconnaître en moi mon passé traumatique, ce que tu veux, qui font que ça fait écho à des choses. Mais par contre, je peux tout à fait me situer contre les industries, en fait, qui promeuvent ça, tout en reconnaissant à quel point c'est excitant et à quel point je jouis là-dessus. C'est efficace. Et du coup, ma question, c'est comment, en fait, je suis capable de retrouver cette même excitation-là en déviant un peu ces trucs-là, mais jamais en me disant je vais me sortir de ça. En fait, en gros, pour moi, le projet féministe, ça doit être un projet où on prend son pied. Et si on oublie ça au profit d'un horizon éthique, qui est en fait une anesthésie, qui est en fait un délaissement de sa libido, peut-être pas capacité à jouir de sa libido. La libido, c'est pas que sexuel. Avec le vocabulaire psychanalytique en soi. La libido, c'est le désir pour le monde. Voilà. Et donc, la libido, ça circule partout. La libido, c'est de l'eau, ça circule dans le plaisir qu'on a à travailler, ça circule dans le plaisir de la conversation. Pour moi, les bonnes conversations sont pleines de libido. En fait, bien sûr, pour moi, séduire quelqu'un, ça fait absolument partie de ça. Quand tu as une bonne conversation avec quelqu'un, justement, c'est un très bon exemple. À mon sens, pour moi, en tout cas, je jouis quasiment. Parce que si c'est une bonne conversation, c'est-à-dire que la personne, elle est en train de déstabiliser des choses. Et que donc le monde, je le vois un tout petit peu différemment, petit peu. Et qu'est-ce qu'il y a de plus excitant que ça ? Que d'être face à un truc d'inconnu. Et c'est ça pour moi faire de la politique. Et c'est ça être en vie. Et c'est ça avoir la chance, l'occasion de vivre dans le monde. Comment je peux multiplier mes capacités à rencontrer autrui au sens de quelque chose de pas connu. Mais si je refais exactement le même, ce qui est le cas du capitalisme aujourd'hui en fait, de la culture pornographique quand on en parle, si je suis habituée à faire les mêmes schémas, les mêmes choses, etc., en fait, je me sens insuffisant, je me sens comme loser, je me sens comme si on avait prémâché mes désirs et qu'on m'avait juste dit fais pareil. Et donc au bout d'un moment, je pète un câble. Et donc c'est pour ça que le capitalisme que Valencia appelle gore, qui pour moi est un très très bon terme, explose en fait dans tous les sens. Parce qu'il ne peut être soutenu que par une débâcle de la violence absolue. Oui, une exagération aussi, le fait que, justement, que on a besoin d'un truc nouveau et que ce truc nouveau, on va le trouver en trouvant des trucs de plus en plus violents, de plus en plus cruels. C'est ce que tu disais dans l'exemple des pratiques hard dans le porno, en fait. On a besoin de faire plus parce qu'en fait, on a le même code porno qui est préliminaire, pipe, souvent, pénétration, éjaculation masculine. Ça bouge pas. C'est juste ça va avoir des formes différentes. Oui, mais par exemple, c'est étonnant. Enfin, c'est pas étonnant, on peut dire, je suis vraiment naïve, mais tu sais, il y a très peu de films pornographiques où les acteurs s'embrassent.
Ouais, Genre ouais, juste, il y a ouais. même Même pas se de regarde, des fois, il n'y baiser. a pas de tête. Et même se regardent, Ouais. même se caressent et tout. Il y a Ouais. très peu. Je suis étonnée en fait de la violence des gestes et tout. Enfin, Mais c'est. par contre, à l'inverse, ça c'est quand même important pour moi de le dire, toute pratique, enfin comment dire, on a aussi un regard qui est très... Enfin voilà, cette idée de féminisme comme douceur, comme sortie des rapports Oui, violents, oui. etc., pour moi, a aussi imprégné la manière dont on regarde les pornos. Je vais prendre des exemples très précis, tu vois, par exemple, La Gorge Profonde ou les jeux Uro, pour prendre un truc encore plus, voilà, Qui est interdit là qui serait... carrément dans la diffusion par exemple en Angleterre, tu n'as pas le droit de montrer des pratiques comme ça. Ouais. Voilà, ce qui est, pour moi, par exemple, pas du tout logique. Parce que pour moi, une pratique urophile, donc c'est-à-dire où on va jouer avec de l'urine, c'est pas violent. C'est pas de manière inhérente violent. Pas du tout, même. Quand on est un peu dans ce monde-là, on voit qu'au contraire, pour pisser devant quelqu'un, sur quelqu'un, ou être pissé dessus, ça demande une vulnérabilité extrême. Parce qu'on a été conditionné pour pisser aux toilettes, de base. Du coup, pisser ailleurs, déjà, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on aime bien pisser seul, tu me regardes pas, tout ça. Mais alors, pisser sur quelqu'un et le regarder dans les yeux, parce que tu regardes la personne souvent, tu vois, quand tu fais ça, en fait, il y a quelque chose d'extrêmement puissant à ce moment-là. Après, que ce soit dans un schéma BDSM de violence, etc., ça Ou peut... d'humiliation, parce que quand on dit Oui, ça, voilà, c'est plutôt des choses qui sont associées à l'humiliation. mais pourquoi et justement si c'est pas la violence qui humilie, tu vois? Qu'est-ce qui est humiliant derrière? Le fait d'être, tu vois, moi c'est ça qui me questionne plus. Et du coup, c'est le fait d'être qu'on soit utilisé comme voilà un urinoir ou un truc où on défèque quoi. Et donc en fait, ça révèle plus un rapport au corps et à notre incapacité à recevoir des matières corporelles, ce qui pour moi est un problème écologique du coup, qu'un problème féministe. Tu vois, ou patriarcal. Parce qu'en fait, il n'y a rien de patriarcal dans le fait de se faire pisser dessus ou de pisser sur quelqu'un. Et donc, c'est une autre discussion, tu vois, pour moi, qu'il faut avoir. C'est pourquoi le rapport au corps est tel que de recevoir un fluide d'autrui, mais même, on peut dire, l'éjaculation faciale, tu vois, par exemple. Et pourquoi Euh, ça c'est codé comme étant quelque chose de violent. d'humiliant, quoi. Voilà. Voilà, Et pourquoi ou d'humiliant. pourquoi nous on a accepté ça, les féministes, comme étant C'est un ça. code humiliant et tout. Ok. On va peut-être Voilà, mais en c'est plus rediscuter une, dans une autre partie. Non, mais c'est intéressant ce truc-là. un tiroir. C'est exactement le genre de choses que tu développes. Enfin, tu parles pas exactement de ça dans ton livre, mais j'aime le fait que tu te saisisses en fait de plein d'exemples, de plein d'objets pour nous déstabiliser. Moi, je suis pas sûre d'être totalement d'accord avec toi sur tout ça. Super, ok. Mais bien sûr, et c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'on puisse avoir ce genre de discussion et réexaminer en fait les sexualités, les pratiques sexuelles, les désirs et tout. Et ben franchement, à l'aune de différentes pensées féministes, parce que et c'est avec ça que tu termines ta première partie, et nous aussi, tu dis que la sexualité, même dans les milieux féministes, la sexualité hétéro-masculine, elle est vue que comme une menace, comme un danger, comme quelque chose à contrôler. Donc c'est un reproche qu'on a aussi beaucoup fait au féminisme, donc aux écolos c'est sûr, mais aux féministes en disant vous êtes des mal baisés, de toute façon vous aimez pas le sexe, etc., etc. De dire voilà, vous n'êtes que on nous a dit ça sur le mouvement MeToo, vous n'êtes que dans la peur des hommes, que dans la peur du désir et tout. Moi je me retrouve pas du tout là-dedans comme féministe, et pourtant vraiment je suis devenue une journaliste féministe avec les podcasts et tout que j'ai fait pile dans le mouvement MeToo, donc voilà. Mais et moi je suis arrivée là par amour de la sexualité et même par hétérosexualité assumée, et par désir, croyance et volonté que ça pourrait être autrement, en fait, qu'il y a autre chose à vivre que des relations de domination, de soumission, et qu'on a le droit, justement, en tant que femme, en tant que féministe, en tant qu'être humain, à la jouissance, qu'on a le droit de mettre le kiff au centre du dispositif, et que la sexualité est un sujet sérieux et subversif et important et prometteur, c'est ça. Mais je suis d'accord que le fait de regarder qu'il y a une partie en fait quand même de l'attention qu'on porte à la lutte contre les violences qui fait que du coup la sexualité devient forcément suspecte, devient forcément un lieu triste où on risque juste d'être abîmé et violenté, alors que ce n'est pas le cas, pas que ça. C'est pas... Après, moi, je suis beaucoup plus pessimiste sous l'hétérosexualité. Moi, je pense... Oui, je suis vraiment... Non, mais c'est bon. Dire ça. Mais oui, je comprends. Mais aussi, et c'est les féministes queer qui m'ont appris tout ça. C'est ça que je veux dire. Voilà. Parce que je parle d'un endroit de féministes hétérosexuels qui n'a eu que des relations hétérosexuelles, mais qui ne ressemble pas vraiment non plus à des relations hétéros, je sais pas. Mais pour dire qu'on a le droit d'espérer autre chose pour les hommes aussi. Bien sûr, mais... par le queer, pour moi. Oui. C'est-à-dire, si on parle d'hétérosexualité en tant que régime social, pas en tant que préférence génitale ou je ne sais quoi, la façon dont l'hétérosexualité est faite, à mon sens, est par nature conservatrice, c'est-à-dire qu'elle pose l'existence des hommes et des femmes et de leur complémentarité. Ou de leur opposition, de leur rôle de genre, etc. Oui. Et c'est ça, à mon sens, fondamentalement, qui provoque aussi du désir. Moi, même dans mes relations, encore aujourd'hui que j'ai avec des mecs cis, hétérosexuels, etc., il y a une partie de moi qui désire ça. Je peux pas il y a une partie de moi qui me sent
femme, avec tout ce que ça veut dire. Mais heureusement que je suis queer par ailleurs, pour me rappeler que ça, c'est une identité qu'on joue, en fait. Et je pense que si j'avais pas ma queerness qui m'habitait et que je politisais, etc., en fait, je prendrais ça au sérieux. Je croirais vraiment que je suis une femme, tu vois ce que je veux dire. Alors que non, en fait, on joue un rôle. Malheureusement, quand il y a que ça, quand ces rôles-là sont définis dès le début et quand les hommes ne connaissent que des femmes et les femmes ne connaissent que des hommes et que tout désir qui sort de ça est interdit, criminalisé même, suspect, de fait, il y a une sorte de délitement en fait de la potentialité, encore une fois, infinie du désir, que moi je considère, encore une fois, comme une manière de multiplier les formes de vie. Mais comment multiplier les formes de vie quand tu es sur l'autoroute, quoi, ouais. vraiment du désir et qu'il n'y a aucune possibilité Il y a d'explorer une destination, autre chemin, quoi. bien sûr. Et peut-être tu peux avoir des petits changements, etc. Mais c'est en ça que pour moi, être féministe et hétéro, enfin, je comprends le rapport à la violence. Je veux dire, je le saisis rationnellement. Si j'étais hétéro, je le vivrais exactement pareil. En fait, je me dirais bien sûr que dans ma socialisation, dans les espaces de séduction, dans l'espace de sexualité, il faut que je sois 100% sur mes gardes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La quasi-totalité des personnes qui violent sont des hommes cisgenres hétérosexuels. Donc en fait, à quel moment, moi, Myriam, je peux me dire non, mais moi, ça va être différent. Moi, mon mec est déconstruit. Enfin, tu vois, c'est sûr en fait que ça habite ce désir-là d'une manière qui est une sorte d'inquiétude, tu vois, constante, d'anxiété constante. Mon problème avec ça, et donc c'est en ça que c'est une impasse pour moi, je pense pas que je peux régler en fait ce problème-là, d'ailleurs je donne pas de solution là-dedans, pour moi la solution c'est de se queeriser. Et peut-être que là du coup on va en parler, et pour moi se queeriser ça n'a rien à voir avec le fait de se dire lesbienne, Non, trans justement. ou je ne sais quoi, c'est des Ouais. pratiques. Mais du coup, juste face à ce problème-là, je ne vois pas comment les femmes hétéros peuvent penser autrement. Mais de fait pour moi ça amène à une catastrophe du désir, ne serait-ce que pour elles-mêmes. Parce que non seulement elles-mêmes c'est leur propre ennemi, enfin elles-mêmes sont potentiellement leur propre ennemi parce qu'elles peuvent sympathiser avec l'ennemi. Combien de fois j'ai entendu des féministes dire nos ennemis. En fait, je suis là, mais attends, t'es hétéro et c'est ton ennemi. Enfin, est-ce que tu vois pas à un moment donné. Enfin, je ne vois pas comment ça peut être concilié à un endroit. Je ne vois pas comment on peut, et je dirais même pas faire la paix, parce que l'idée qu'il y a une conflictualité, que voilà, ça c'est toujours présent. Moi, en tant que personne racisée, dans mes amitiés, mes affinités, mes amours avec des personnes blanches, mais c'est sûr que c'est présent, tu vois, et que je veux pas dire, bah non, on fait la paix et tout va bien. Mais par contre, Oui, de c'est pas grave considérer. d'avoir un conflit, que c'est Oui, voilà, intéressant, mais et que ce soit une zone qui va être jamais résolue. Moi, je pense pas que je vais résoudre le racisme dans mes relations, en fait. Bien sûr que non, ça sera toujours là. Mais par contre, d'assumer ça et de dire, ben, en fait, je veux porter ça jusqu'à cet endroit-là, on est capable de le regarder et de le transformer. C'est vrai que de la même manière que dans les relations mixtes, blanches et racisées, si on peut dire, je ne crois pas que dans l'hétérosexualité, ça soit possible de résoudre ça. on peut pas le résoudre, mais par contre, on peut faire avec, on peut le regarder, on peut être lucide avec ça, on peut voir s'il y a des espaces quand même où on peut être autre chose qu'un homme et une femme. Ce sont les espaces queer féministes. Voilà. On va en parler de ça. On va terminer, ok, juste pour la première partie de cet entretien. Juste en finir avec voilà ce désir conquête, parce que on voit aussi que ça rend pas heureux. Enfin, je sais pas si l'horizon c'est le bonheur, mais on voit que quand même tous ces, enfin je sais pas, en même temps c'est compliqué parce qu'on peut dire tous ces types là qui sont à fond là-dedans, donc là tous les fascistes, tous les gens qui hurlent de joie en voyant Trump et son monde et tout. J'ai lu l'expression genre c'est des âmes mortes quoi, quelque part ils se relient pas au monde, ils sont vraiment et on a autre chose à espérer de la vie que ça. Voilà, enfin c'est quand même important de dire en fait on n'est pas d'accord, pas pour des raisons morales, mais juste c'est une relation au monde qui est mortifère, qui est délétère. Voilà, ces gens veulent la mort. Vraiment. C'est moins le bonheur que la liberté, en fait, qui importe là pour moi. Parce que oui, le bonheur, il leur est promis et d'une certaine manière, ils en jouissent matériellement. Bien sûr. Et encore une fois, quand on fait le portrait des incels, c'est plutôt des personnes qui sont très coupées du monde, pas accès à l'éducation, dans des territoires plutôt reculés, ruralité, etc., qui ressentent plus de frustration qu'autre chose vis-à-vis du monde, Ouais, et donc frustration, ressentiment, et qui et vraiment tout. théorisent leur Ouais. frustration. En fait, c'est une théorie de la frustration, l'incélitude. Mais par contre, pour tous les autres un peu gagnants, les winners là, du capitalisme et du fascisme, au contraire, il y a une forme de jouissance extrême de leur mode de vie, tu vois. Par contre, fondamentalement, nous n'œuvrons pas pour le même projet politique parce qu'à mon sens, le projet politique n'est pas d'être heureux sous le capitalisme, c'est d'être libre. Et il n'y a rien de plus jouissif, et je dis jamais heureux. D'ailleurs, le mot bonheur, il apparaît, je pense, jamais dans mon livre. C'est vrai. Que d'être libre. Mais par contre, ça demande de l'inconfort, de la déstabilisation et une forme de courage. Et ça, c'est pas... Comment dire ? Ce que je propose n'a pas pour but de nous d'amener à du bien-être. Moi, je pense pas du tout que faire de l'héropolitique, les trucs que je propose en troisième partie, composter l'ego, tout ça, c'est pas des expériences agréables. Plutôt pas. Par contre, les endroits où ça nous emmène, mais comme moi, je contemple, enfin, je chéris cet espace-là de nouveau, inconnu, inédit, où je me libère de moi-même, de ce qu'on m'a appris à être moi, de mon identité, de mon ego. Ça, je pense qu'il y a... C'est l'espace de transformation ou d'expérience en tant que forme de vie qui est la plus puissante
qu'on peut contempler. Et du coup, la question, c'est est-ce que c'est le bonheur et le confort ou la puissance et la transformation qui est à choisir, quoi. Et dans un horizon éthique écologique, il me semble que la transformation en tant que capacité à se connecter, tu l'as dit plusieurs fois, ou de relationner avec autrui, doit être plus désirable. En fait, l'échec en fait de ce modèle-là a été prouvé. C'est pour ça qu'il y a le fascisme, d'ailleurs. Pour moi, le fascisme est la preuve de l'échec d'une forme du capitalisme. C'est parce qu'en fait, si tout le monde était heureux sous le capitalisme, il n'y aurait pas de fascisme. Enfin, en fait, on serait tous là, ça fonctionnerait, quoi. Mais tous ces mouvements réactionnaires, conservateurs, extrêmes, religieux, traditionnels, ramenaient une forme encore une fois, de réduction de qui on est, de ce qu'on doit désirer. De ce qu'on doit désirer, et surtout de consolidation de l'identité rigide, d'être un homme, une femme, la nation, la patrie. Tous ces trucs-là, ils viennent en fait d'une peur. Pour moi, vraiment, d'une peur d'un monde qui change, d'un monde qui évolue, de certaines structures qui s'effondrent, d'un tournant féministe, d'un tournant décolonial, qu'on le veuille ou non, en fait. Même si aujourd'hui, on est à l'ère où on n'a pas du tout l'impression qu'on est en train de gagner. Mais en tout cas, il y a un vrai tournant. Et ça, c'est leur réponse. Donc, plus il y a une réponse extrême, plus, en fait, ce qui est en train de s'effondrer, en fait, sous leurs pieds ou de bouger, est intense. Maintenant, à nous de savoir si on veut plus, justement, un truc de colmatage et d'être rassuré. En fait, si on fait de la politique pour être rassuré, ça n'a aucun sens. Pour moi, ou est-ce qu'on veut quelque chose plus de l'ordre de l'aventure et de la relationnalité dont on ne connaît pas finalement le but, quoi, qui nous fait entrer dans des nouvelles terres. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cette première partie de notre conversation avec Myriam Baafou. Dans la suite de la conversation, on va voir certaines des voies par lesquelles on peut vivre cette aventure et explorer de nouvelles terres. Par exemple, composter notre ego, devenir des sujets translucides et mouvants, redécouvrir une érotique qui ne soit pas fondée sur la conquête mais sur la connexion. Toutes les références qu'on a citées sont à retrouver dans l'article qui accompagne cet épisode sur mon Substack. Et Renverser la table, c'est un podcast qui est créé et produit par moi, Victoire Tuaillon. J'ai le plaisir de travailler avec des femmes talentueuses comme Jeanne Longhini, qui s'occupe de la production, Solène Moulin, qui s'occupe de la réal et de la musique, Mélanie Vazeux, qui s'occupe de la pub, des partenariats. Et merci à mon cher voisin Bertrand Guillot pour ses conseils avisés dans la préparation de cet épisode.